Le 7 novembre, le président chinois a félicité Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis. Xi Jinping a exhorté les deux pays à suivre la bonne voie pour s'entendre dans la nouvelle ère afin de profiter aux deux pays et au reste du monde. L'histoire enseigne que la Chine et les États-Unis gagnent à coopérer et perdent à se battre, a rappelé M. Xi. Notons que relations stables, saines et durables entre la Chine et les États-Unis sert les intérêts communs des deux pays et répond à l'aspiration de la communauté internationale. Il a exprimé l'espoir que les deux parties soutiendraient les principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant, renforceraient le dialogue et la communication gérerait correctement leurs différends et élargirait leur coopération mutuellement bénéfique. Vladimir Poutine a également félicité d'une manière très prudente et mesurée Donald Trump à l'occasion de la tenue de la réunion annuelle du club de discussion de Valdai. À cet effet, le président russe a décrit un avenir complètement différent de l'ancien paradigme de la guerre froide, tout en expliquant la nécessité d'une nouvelle architecture, d'un nouvel ordre mondial. Poutine a parlé d'un nouvel univers, de l'humanité elle-même, que l'humanité elle-même doit créer, énumérant ses principaux paramètres. C'est d'abord la justice, le respect des cultures de chaque peuple et une démocratie réelle et non imaginaire. Deuxièmement, la base du nouvel univers repose sur les valeurs traditionnelles. Il est également très important de noter que ce discours, qui n'est probablement pas spontané, mais préparé depuis longtemps, a déjà été confirmé par deux actes pratiques. Celui, donc, euh, concernant le sommet des BRICS à Kazan, et puis la réélection de Donald Trump. Or, les tensions entre les États-Unis et la Chine ne connaissent pas d'accalmie depuis au moins 2018, année où Donald Trump a lancé sa guerre commerciale et financière contre Pékin. Les manœuvres militaires de part et d'autre autour de l'île de Taïwan s'intensifient, menaçant la paix mondiale. Et pour faire face à ces risques, chaque adversaire tente de renforcer son autonomie stratégique. Dans son livre, publié en 2017, sous le titre Destiné à la guerre, l'Amérique et la Chine pourraient-elles échapper au piège de Thucydide? Le politologue américain Graham Allison a commencé à nous alerter sur le risque de guerre entre la Chine et les États-Unis. Les risques d'un affrontement armé direct avec Washington sont tangibles et le conflit en Ukraine a mis brutalement en lumière d'autres risques d'alliance tout aussi dangereux. Alors, petit rappel, Thucydide, général athénien qui a pris part à la guerre du Péloponnèse, est le premier grand historien. Il nous arrive de la Grèce antique et nous a donné le formidable récit de la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire de l'affrontement de Sparte et Athènes. Il émet l'hypothèse que les Spartiates, sans l'avoir jamais admis, ont craint la montée en puissance d'une cité rivale, Athènes, et que la raison du long conflit armé qui a opposé les deux cités était le développement d'un enchaînement mécanique, je souligne ce mot, mécanique, qui a conduit à s'affronter militairement. Ainsi, le monde s'achemine-t-il inexorablement vers un conflit armé comme l'a prédit Thucydide? Tomberons-nous dans le piège ou verrons-nous le retour de deux blocs dont chacun, sans intervenir militairement, s'évertuera à pousser vers l'avant son propre avantage tout en fragilisant les positions de son adversaire? Ou réussirons-nous à sortir de la logique de confrontation par un nouveau paradigme régissant les relations internationales, comme l'explique le président Poutine? Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris Karel Verheyken, vice-président du parti politique Solidarité et Progrès et directeur de la publication du journal Nouvelle Solidarité à Paris.
Karel Verheyken, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, c'est à moi le plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Alors, Karel Verheyken, le monde, comme on le voit actuellement, est au bord d'une nouvelle confrontation majeure entre grandes puissances, alors que la guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie en Ukraine et les frappes israélo-iraniennes vont et viennent et poussent tout le monde au bord d'un conflit généralisé. Alors, les tensions continuent également de monter entre les États-Unis et la Chine. Et trois lignes de fracture ont été exacerbées par l'influence américaine en Eurasie. Donc, les États-Unis ont encouragé l'Ukraine, Israël et la trilatérale Japon, Taïwan et Philippines à affronter agressivement la Russie, l'Iran et la Chine. Les trois moteurs les plus puissants donc de la multipolarité sur le supercontinent. Et ces plans étaient déjà en marche bien avant l'entrée en fonction de Joe Biden, mais ils ont été prioritaires pour son administration libérale mondialiste qui s'est parfaitement alignée sur les forces de l'État profond américain partageant les mêmes idées. Alors, la première question, Karen Verheyken, que se pose la majorité des gens dans les quatre coins du monde, Trump aurait-il les coudées franches pour mener sa politique ou serait-il contraint de se soumettre, encore une fois, aux injonctions de l'État profond US? Qu'en pensez-vous? Oui, alors je pense que c'est très très ambitieux de croire que Trump a une politique. C'est ma première remarque. C'est-à-dire, C'est-à-dire, c'est-à-dire il n'a aucune vision pour vous. c'est-à-dire, il a des. Si vous lisez son livre, livre fondateur de sa carrière, s'appelle The Deal. On a fait un deal, on a fait un accord. Mhm. Donc il a des pulsions, il a des pulsions, il a des intuitions. Et, et donc, il va falloir juger sur les actes. Donc, je partage tout à fait le point de vue de Moscou, pourrait-on dire. C'est-à-dire, on a une certaine réserve et on dit, voilà, les paroles sont les paroles, on jugera sur les actes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut voir, je ne sais pas si je peux l'aborder maintenant, c'est les paradoxes et les contradictions des nominations dans les Allez-y, postes. allez-y, allez-y, bien sûr, c'est Donc, très il faut important. savoir qu'il y a à peu près 1000 personnes qui doivent être nommées, y compris les ambassadeurs, dont les fonctions doivent être confirmées par le Sénat. Donc, pour l'instant, on a. Et après, bon, déjà, je signale que pour l'instant, on n'a pas de président, on a un président élu. Hein. À Absolument. partir du 15 janvier, il sera président. Alors, dans ces postes, je vois, il y a des choses, comment peut-on dire, je dirais, pour tout de suite faire un saut en avant, je dis que Thucydide et Allison, ils parlent de leur piège, mais c'est eux aussi qui essaient de nous piéger dans une pensée où tout est défini d'avance. Euh, Absolument. et D'une donc, manière mécanique. D'une voilà, manière donc, faut pas mécanique. tomber dans le piège d'Allison ou dans le piège de De Thucydide Thucydide. nous-mêmes, dans la pensée. Il y a Mais, un mais, mais, proverbe, mais ce point-là, on y reviendra, on y Monsieur Verheyken, reviendra. parce que j'aimerais bien que vous l'expliquiez très bien. Je voulais juste vous dire qu'il y a un proverbe chinois qui dit l'expérience, c'est une lanterne qui vous éclaire le dos. D'accord? Ouais. Donc, on ne peut pas juger Trump point 1, le Trump point 2 d'aujourd'hui, ou le Trump 2.0 aujourd'hui ne sera pas le même que le Trump 1.0. Mhm. Alors, parce que le vote populaire, disons, la première chose à dire, c'est que cet homme n'a plus aucune excuse. Il a le vote populaire, donc il a 5 millions de voix de plus que Kamala Harris. Il a le Sénat, il a le Congrès, il a tous les swing states Mhm. qu'il a obtenus. Donc l'Amérique profonde, ce qu'on appelait le Rust Belt, la ceinture de la rouille, les gens qui faisaient de l'acier, les agriculteurs, les mineurs, etc. Il a le vote hispanique, il a le vote des hommes noirs, euh, donc, il a tout. Il a tout. Donc, maintenant, il faut le mettre au pied du mur. Moi, je ne suis pas trumpiste, hein, je vous le dis tout de Mhm. suite, Oh, oui. mais, mais je pense que c'est une occasion historique à saisir et non pas dire qu'est-ce que Trump va faire pour nous,
Mais qu'est-ce que nous, on va pouvoir lui faire faire pour nous? Mhm. Les élus, les hommes politiques, y compris les présidents des États-Unis, doivent être au service du peuple et du monde, et Mhm. non pas l'inverse. Ça, c'est Ouais. mon premier point. Donc, dans les nominations, donc, je pense qu'il y a une perspective, une possibilité que le conflit en Ukraine finisse par être réglé. Si je Mhm. prends les déclarations des différentes personnes, si vous prenez, par exemple, Marco Rubio, qui est un China Hawk, c'est un type qui est en guerre contre la Chine. Ouais. Mais il a dit hier, on a financé les Ukrainiens pour se faire tuer en Ukraine. C'est un échec et mat total. Le moment est venu de passer à autre chose. Donc ça, c'est celui qui est pressenti pour devenir secrétaire d'État. Mhm. Euh, Ensuite, surtout, la nomination de Tulsi Gabbard à la direction nationale du renseignement, c'est-à-dire l'agence qui chapeaute les 11 ou 13 agences de renseignement américains, qui 16. est, une, 16 agences. qui est déjà accusée par l'Ukraine d'être quelqu'un totalement à la solde et payé par la Russie. Mhm. Parce qu'elle dit qu'il faut arrêter les guerres sans fin où les États-Unis s'embourbent dans des guerres sans fin qui ne font que même qui ne remontent même pas à notre gloire. Hein. La Libye, l'Irak, l'Afghanistan, c'est pas des belles fleurs sur la poitrine de la grandeur américaine. C'est des échecs retentissants qui ont quand même coûté 1500 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que tout le projet de la route de la soie de la Chine. Euh, donc, si vous voulez, le bilan, à un moment donné, il faut quand même être honnête. Ensuite, euh, John Radcliffe, qui sera nommé donc à la CIA, qui va, qui est quelqu'un qui a été totalement opposé donc au Russiagate, à tout le montage où on a, parce que peu importe ce qu'on pense de Trump, il y a quand même eu une sorte de, notamment à travers l'Angleterre et les agences de renseignement britanniques, on a alimenté toute une machination pour présenter Trump comme quasiment un agent payé de l'étranger. Donc c'est quand même très grave dans un pays démocratique d'avoir une telle ingérence étrangère dans les affaires internes des États-Unis. Euh, et enfin, donc sur ce point-là, il y a une perspective qu'on s'achemine vers une acceptation d'un cessez-le-feu. Évidemment, ça ne peut pas échouer. Si c'est juste un cessez-le-feu, ça sera l'échec. Tant qu'on ne prend pas réellement en considération les intérêts de sécurité de la Russie. Ce qui veut dire qu'on accepte que l'Ukraine reste un pays neutre et D'accord. qu'elle ne devienne pas membre de l'OTAN. Mais D'accord. tout ça est aujourd'hui sur la table et c'est concevable. Donc D'accord. ça, c'est un plan. Maintenant, les autres factions, et là où on va tout de suite avoir les clignotants rouges qui vont s'allumer, c'est Et là sûr. avant que vous l'abordiez, Karel Verheyken, s'il vous plaît, parce que vous arrivez justement au fond de la deuxième question, je vais vous la poser et puis je vous laisse continuer votre développement par rapport à ça. Alors, dans son livre Les Démasqués qui dirigent réellement le monde, le journaliste français Claude Janvier décrit ce qu'on pourrait appeler le cœur du pouvoir dans le monde, notamment à Wall Street et aux États-Unis et la Cité de Londres au Royaume-Uni, constituée d'un groupuscule de banquiers, nomades et apatrides, œuvrant pour l'établissement d'un gouvernement mondial. Alors, selon lui, ils agissent pour trouver, enrôler et placer selon leurs besoins une élite politicienne à la tête des pays et de leur choix pour exécuter leur agenda mondialiste. Et ils sont aussi les pourvoyeurs de fonds pour le complexe médiatico-militaro-industriel, autant dire les contrôleurs in fine de l'État profond. Alors, pensez-vous que Trump pourrait s'opposer face à eux, s'imposer face à eux, déjà pour sauver son pays de la faillite et de la désintégration économique et sociale, s'il n'arrive pas à réformer le système financier et monétaire international contrôlé par ses banquiers, aurait-il les moyens d'agir pour changer de politique aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis? Alors,
en théorie, en tant que président des États-Unis, il a absolument les moyens de s'imposer à tous les lobbies de son pays. D'accord? D'accord. Maintenant, idéologiquement, en fait, malheureusement, il ne fait pas exception. C'est-à-dire, depuis 20, 30 ans, on a fait sauter tous les limites dans le financement des campagnes politiques aux États-Unis. On a créé les PAC, on a créé les super PAC. Mhm. Donc, il n'y a pas de plafonnement. Ce qui veut dire que tous les milliardaires, en fait, achètent des hommes politiques, comme au Moyen Âge, chez nous, quand on achetait les papes et les princes et les empereurs. Donc, on a l'élection américaine est devenue un combat entre milliardaires et millionnaires. Euh, et D'accord. Trump, donc c'est très intéressant si vous faites l'effort. Euh, Follow the money, suivez d'où vient l'argent. Ouais. Qui est la donatrice principale de la campagne de Trump? C'est Myriam euh, Adelson. Son mari, qui s'appelait Charles Adelson, c'était le roi des casinos de Las Vegas. D'accord? Ouais, ouais, ouais. C'est un ami intime de Netanyahou. Euh, c'est l'homme qui a demandé donc de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est l'homme qui a demandé à Trump de dire que le Golan, ça appartient totalement à Israël. Et aujourd'hui, Myriam, donc sa femme, a continué donc à financer Trump. Et aujourd'hui, bah, les nominations, voilà, il y a les actionnaires de Trump, si vous voulez, qui demandent leur bout de gras. Donc, Mhm. ils demandent des nominations. Donc, l'ambassadeur qui vient d'être nommé par Trump à Israël, c'est le chef de la secte des évangélistes, des chrétiens évangélistes. Donc, c'est des gens pour lesquels, et déjà, Smotrich et Envir, en fait, les ultra racistes, pour moi, fascistes israéliens, sont en train de applaudissent des deux mains par les nominations. Mhm. Trump, donc, il a nommé ce, aussi bien Mike Huckabee, donc, qui est nommé ambassadeur en Israël, que la femme, comment elle s'appelle, Elise Stefanik, qui est nommée aux Nations Unies. Euh, c'est vraiment la faction la plus extrémiste qu'on peut trouver en Israël. Euh, et qui est prêt D'accord. à aller jusqu'au bout pour aller à un conflit avec l'Iran. Donc, donc Trump, par bêtise, parce qu'il connaît, il n'a pas la culture de quelqu'un, il connaît très très mal les autres civilisations. Hein. Donc, par la civilisation des mafieux à New York, Trump a très peu de connaissances, que ce soit du bouddhisme, de l'islam, des autres cultures qui composent notre monde. Donc il peut être. Alors, je ne pense pas qu'il veut une guerre nucléaire, mais Mhm. Trump est quelqu'un qui est dans la logique, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, qui dit je veux la paix par la force. Donc, je m'impose, je menace avec des sanctions, je fais rouler les mécaniques, etc. Et avec ça, je fais un deal. Donc, alors, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Peut-être, Mhm. disons, je ne vais pas dire que c'est automatique et mécanique. Ce que je dis, c'est qu'il y a un potentiel, autant que sur le plan avec la Russie et l'Ukraine, qui a un potentiel théorique que ça s'arrange, autant il y a un fort potentiel théorique que ça dégénère complètement sur la question du Proche-Orient, euh, pour les raisons que je viens d'indiquer. D'accord. Alors, euh, passons maintenant, c'est-à-dire pour faire un peu le topo de la situation, où intervient cette élection, parce que je pense que c'est extrêmement important. Je ne sais pas, vous me corrigerez, Karel Verheyken, si je me trompe, mais c'est que le problème fondamental qui est celui du système financier et monétaire international en faillite n'a pas été abordé durant la campagne électorale. Et donc, on se pose la question, est-ce que euh, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils n'ont jamais parlé de ça? Alors, justement, par ça, je veux faire un petit topo. Alors, la dette fédérale des États-Unis est passée de 426 milliards de dollars en 1971, c'est-à-dire l'année où Nixon a détruit les systèmes de Bretton Woods en découplant l'or du dollar, à près de 36 000 milliards de dollars aujourd'hui. Et la dette a été multipliée donc par 82 fois au cours de cette période, alors que
le PIB n'a été multiplié que par 26. Alors, l'écart croissant entre la dette et le PIB signifie qu'il faut de plus en plus de dettes pour créer une croissance artificielle. Et ainsi, le ratio dette-PIB est passé de 39% en 1971 à 122% aujourd'hui. Et avec simple extrapolation, on pourrait s'attendre à ce que cette dette atteigne les 40 000 milliards de dollars en 2025. Et ceci dans le contexte d'une dette globale dépassant les 103 000 milliards de dollars. Alors, dans ce contexte, en septembre 2021, l'Université Brown a publié une étude sur le coût des guerres aux États-Unis depuis les attaques du 11 septembre 2001 sur les tours jumelles du World Trade Center à New York. Alors, ils disent qu'il atteint le chiffre faramineux de 8 000 milliards de dollars, soit 40% de leur PIB annuel, avec la perte d'au moins 900 000 vies humaines. Et puis, le rapport indique également que même après l'exode d'Afghanistan, les États-Unis sont toujours impliqués dans des guerres dans au moins 85 pays. Alors, Karel Verheiken, ces déficits insoutenables et cette dette galopante combinée à un recul, voire une déliquescence de l'armée américaine, sont-ils la recette parfaite pour la fin de l'Empire US et de ses alliés? Et dans ce cas-là, que pourrait faire Trump face à cette situation? Oui, alors, effectivement, ça pose la question de qu'est-ce que c'est réellement l'économie? Mhm, Hein? C'est-à-dire que pour nous, l'économie, c'est que comment est-ce qu'on se donne les moyens ensemble de nourrir plus de personnes avec moins d'efforts, par exemple dans les 50 ans à venir, donc quoi est-ce qu'il faut investir pour que nos enfants, nos petits-enfants pourront vivre mieux et dans un monde moins stupide que celui que nous sommes obligés de subir aujourd'hui. mhm. Donc, ce point de vue-là, c'est une anti-économie, c'est-à-dire c'est un système de pillage. Parce que le pire de toute cette dette, hein, parce qu'évidemment, tant que les États-Unis, dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis étaient la plus grande économie du monde, puisqu'il y avait eu Roosevelt, le New Deal, la mobilisation de guerre, etc. Donc, le dollar était garanti. Derrière le dollar, il y avait la plus grande puissance économique du monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la base industrielle, aujourd'hui, la base industrielle de la Chine est le double de celle des États-Unis. Absolument. Et en termes de PIB ajusté en pouvoir d'achat, la Chine a déjà dépassé en fait les États-Unis en termes de PIB réel. Euh, alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un haut dignitaire chinois la semaine dernière qui était embêté par des journalistes à courte vue et il a dit, mais nous, la géopolitique, ça ne nous intéresse pas, on est trop occupés en fait. On est en train de nous reconstruire, en train de développer toute l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et franchement, ces histoires de compétition et de rivalité, ça nous saoule Ouais. parce que parce que c'est pas du tout notre façon de penser. Donc encore il y a 2 jours, on a demandé à Trump qu'est-ce qu'il allait faire par rapport au dollar comme monnaie de réserve. Et il a dit, ouais, ouais, il y a ces gens-là, hein, les Iraniens, les Chinois, ouais, ils veulent supprimer le dollar, remplacer par le renminbi, etc., etc. Et c'est complètement faux. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est vrai, entre l'élection de Trump et le sommet de Kazan, qui était absolument exceptionnel, en fait, on a une réalité suspendue entre deux univers. C'est-à-dire que soit on se bat pour la monnaie à tout prix comme une arme toxique et de géopolitique, et à ce moment-là, Trump a dit oui, les gens qui veulent sortir du dollar, voilà, on va leur mettre des taxes à 100% s'ils veulent, voilà. Euh, alors que c'est pas ses conseillers lui disent cela, et lui il fait pas l'effort de vérifier. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est une diversification des monnaies de réserve. Et le sommet des Kazans n'a pas annoncé que du jour au lendemain, on va abandonner le dollar Absolument. et que Et tant pis pour les autres, et nous, on est les plus beaux, on est les meilleurs, et ce n'est pas un bras d'honneur à l'Occident. Ce n'est pas la désoccidentalisation dans le sens stupide qu'elle nous le présente certains médias.
euh, la logique des BRICS, la logique de la Société de coopération de Shanghai, la logique du sommet de Kazan, c'est de créer une harmonie plus grande. Si l'autre va mieux, nous allons aller mieux. Oui, Euh, Renforcer les autres va augmenter notre propre pouvoir. Euh, et la logique des autres, c'est la logique stupide de la géopolitique britannique, c'est-à-dire c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que si l'autre gagne, moi forcément je vais perdre. Si la absolument. Chine va bien, moi je vais aller mal. Mhm. Alors, ça peut être vrai sur, par exemple, sur les voitures électriques en Europe. Les Chinois pourront produire des voitures électriques à 10 000 euros, alors que Tesla veut les vendre entre 40 000 et 60 000 dollars. Donc, Ah ouais. donc, alors par ailleurs, tout le monde aimerait que pour lutter contre le réchauffement climatique, qu'on ait des voitures électriques bon marché. Mais bon, pas les Chinois, on ne veut pas les voitures chinoises. Donc, Mhm. on est complètement pris dans nos propres contradictions. Mais si on voit maintenant, en fait, la, si au lieu de se battre ensemble sur des marchés qui rétrécissent et d'avoir un affrontement Occident, BRICS, sur des marchés qui sont en rétrécissement, bah, forcément, il y aura des contradictions. Si par contre, on va ensemble développer des nouveaux marchés, notamment dans le Sud, où les besoins sont tellement énormes, on aura besoin de 3 ou 4 Chine et 4 ou 5 États-Unis pour Absolument. développer le Sud de la planète. Donc on est on est dans un débat manipulé parce il y a justement cette élite. Je ne l'appellerai pas un groupuscule parce qu'ils sont bien plus importants qu'un groupuscule de banquiers. C'est une oligarchie financière apatride, sans foi ni loi du capitalisme prédateur financier, qui est prêt à pousser le monde jusqu'au bord de la guerre nucléaire, non pas pour son argent, mais pour le conserver son pouvoir. Euh, donc, ils sont prêts à perdre beaucoup, hein. Ça Ouais, ne les ouais, gêne pas, tant qu'ils ouais. puissent garder la main sur les affaires. Donc, donc c'est cela qu'il faut identifier et mettre en échec. Et on les met en échec d'abord en rétablissant, et c'est ce qui était très intéressant dans Kazan, c'est plus que la monnaie, parce qu'en fait, c'est pas la monnaie qui développe l'économie. Ce qui développe l'économie, c'est les échanges. Donc, il y a eu des mécanismes de clearing, il y a des mécanismes de C'est ça. réassurance qui ont été mis en place, qui sont actuellement sous étude suite à Kazan. C'est aussi parce qu'il y a des divisions à l'intérieur des BRICS, c'est-à-dire le Brésil et l'Inde. Pour eux, le dollar, c'est quelque chose d'existentiel. Ils ne peuvent pas Ouais, du jour au lendemain quitter le dollar. ouais. Mais par la multiplication des moyens de paiement, par la multiplication, par l'augmentation des échanges physiques, en fait, on crée un nouveau paradigme, ce que Poutine a appelé d'une façon très belle et très proche de ce que nous disons avec Jacques Cheminade et Larouche. Euh, il dit qu'il faut créer un ordre, un monde polyphonique. D'accord. Polyphonie, oui. Et dans la polyphonie, si vous chantez dans une chorale, bah, ce n'est pas celui qui chante le plus fort qui gagne. Celui qui gagne, Et le groupe. c'est le groupe, parce que la plupart du temps, il y a des gens qui se taisent parce qu'ils permettent aux autres de chanter, y compris le plus petit, le plus faible, le moins bien. Mais ce qui compte, c'est le résultat d'ensemble, de créer une harmonie plus grande. Et cette idée de polyphonie, d'une harmonie polyphonique contre tous ces pièges d'Allison et de Thucydide, c'est vraiment la chose, effectivement, là, ça devient une dimension culturelle. Est-ce que nous avons la culture de vouloir vivre en commun ou pas? Pour l'instant, Et l'intelligence. Et par l'intelligence. exemple, oui, par exemple, Trump, bêtement, est en train de dire que le Bitcoin et que les crypto-monnaies, les États-Unis vont devenir le centre des crypto-monnaies. Donc, on est déjà dans un schéma de Ponzi que vous avez très bien décrit, c'est-à-dire qu'on cherche de l'argent pour renflouer une bulle qui, on est en faillite, mais on court derrière l'argent pour le faire oublier. Mhm. En plus, l'argent, si vous regardez tout l'argent dépensé aux États-Unis, ça a été à la Silicon Valley. Ça n'a pas été investi ni dans l'agriculture américaine, ni dans l'industrie américaine, l'industrie dure. N'est même pas dans le maintien
la maintenance des infrastructures vitales au pays. Exactement. Les infrastructures sont en lambeaux. L'armée américaine ne trouve Bon, pas de soudeur pour fabriquer les armes dont ils prétendent avoir la maîtrise. Donc on est dans un capitalisme suicidaire. Il faut juste qu'on puisse garantir qu'il ne se suicide pas avec nous avec. d'accord. Et c'est justement ça que nous allons aborder durant la deuxième partie de notre entretien. Alors maintenant, après ce que vous avez décrit, je crois que la deuxième partie, vous l'avez un peu abordée, mais là, j'aimerais bien que vous nous expliquiez dans le fond ce qui se passe euh, et comment dirais-je, la pertinence du propos du haut dignitaire chinois que avec qui vous avez discuté, et en disant que nous n'avons pas le temps au petit jeu de la géopolitique et nous avons autre chose plus sérieux à faire. Alors, justement pour ça, alors dans son livre publié en 2017 sous le titre Destiné à la guerre, l'Amérique et la Chine peuvent-elles échapper au piège de Thucydide? Alors, le politologue américain Graham Allison rappelle la guerre du Péloponnèse, ouvrage dans lequel Thucydide, donc, que j'ai évoqué au début, exposait il y a 2000 ans, 2500 ans, la manière dont prit forme le conflit. Alors, je le cite, ce fut l'ascension d'Athènes et la peur que celle-ci instilla à Sparte qui rendirent la guerre inévitable. Donc, j'ai lu, moi, ce que j'ai pu lire, justement. Donc, de ce livre-là. Alors, il nomme cette dynamique, donc Graham Allison, piège de Thucydide. Et selon lui, les dirigeants américains et chinois qui croient à leur pleine liberté d'action décisionnelle seraient en réalité d'ores et déjà pris dans l'engrenage d'un piège historico-stratégique qui, bon gré, mal gré, les conditionnerait pour un affrontement probable. Alors, êtes-vous d'accord avec cette analyse et y a-t-il un moyen d'en sortir par le haut? Oui, alors d'abord sur Sparte contre Athènes, je tiens à dire que si Athènes n'avait pas exécuté Socrate, Absolument. peut-être Athènes aurait eu les diplomates nécessaires pour éviter sa défaite. Donc il y a, et de ce point de vue-là, je vais faire peut-être une comparaison très très choquante, mais en fait la victoire de Trump, en réalité, c'est une victoire qui est due à Lino Larouche. C'est-à-dire, Lino Larouche a été une figure iconoclaste, c'est le premier qui, après la mort de Martin Luther King, a commencé à réunir aussi bien les Juifs new-yorkais que les Noirs américains, que les Blancs, que la base industrielle des États-Unis, pour dire nous ne devons pas sombrer dans la géopolitique britannique, c'est-à-dire on a copié en fait le modèle culturel de nos oppresseurs, qui était l'Empire britannique, et au lieu de les combattre réellement jusqu'au bout, nous avons repris leur matrice culturelle, intellectuelle, pour nous-mêmes faire un empire pour dominer le monde au détriment des autres. C'est dégueulasse, c'est anti-américain et c'est contraire en fait à nos fondations. Alors Larouche, pour ceux qui prenaient vraiment le temps de regarder et de le lire dans le texte, plutôt que de lire toutes les bêtises qu'on a écrites sur lui, c'est un homme extrêmement cultivé et c'est quelqu'un qui avait une base et qui a été complètement calomnié, qui a été traîné dans la boue, etc. Et en réalité, cette victoire, parce que le vote Trump, vous dites que personne s'est occupé de l'économie. Moi, je dis oui à ceux qui sont occupés, c'est le peuple. Le peuple a voté, le portefeuille, les estomacs ont voté. Euh, c'est pas les théories, c'est pas les théories. Les gens ont vu que depuis que Biden est là, l'inflation officielle est de 8%,
que les produits alimentaires de base dans les magasins aux États-Unis sont 20 fois plus chers aujourd'hui qu'au moment où Biden est arrivé. Alors, vous pouvez arriver hein, et dire, voilà, votez pour moi, je suis bien, je suis beau. Les gens font leur compte à la fin du mois. Ils voient ce qui arrive. En plus, alors, il y a des choses inacceptables. On a mélangé immigration et insécurité. C'est-à-dire, on a dit, il y a tous ces hispanos là qui débarquent de l'Amérique du Sud, puisqu'on ne fait rien pour les aider à se développer chez eux, et ils amènent la drogue et le crime. Voilà. Donc, si vous faites ce cocktail, vous avez le vote Trump. Mais mais l'ambition contre le déclin et l'ambition, donc ça crée un rejet donc du déclin de l'Amérique, un rejet des guerres et un désir de paix qui a joué dans l'élection. Hein. Donc Absolument. Hein. historiquement, pour moi, historiquement, Trump en fait a volé le vote que LaRouche aurait dû avoir il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et donc là, je ferme la parenthèse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que et cette pensée binaire, fataliste des pièges d'Alison Thucydide et aussi de Mearsheimer qu'il faut mentionner. C'est Mersheimer, le ouais. grand débat. C'est le grand débat actuellement en Chine. Ça a été le dialogue entre Jeffrey Sachs, qui en Et fait Mersheimer, ouais. a beaucoup rejoint les visions de Larouche et les nôtres, contrairement à ce qu'il était au début. Euh, Ouais. il ne défend plus la thérapie de choc en Russie, mais il défend les BRICS aujourd'hui. Et il y a eu un débat très, très pointu entre Mearsheimer et Jeffrey Sachs, notamment, qui est le grand débat en Chine, mais qui, quelque part, met en scène la, le paradoxe ou l'opposition que vous venez d'évoquer. Pour Mhm. Mearsheimer, qui, il dit oui, voilà, c'est comme ça, c'est une loi de la nature, c'est fatal. Moi, je vous aime bien, hein, vous êtes déjà été invité en Chine, mais les Chinois qui sont un peu naïfs et qui sont très, très blessés qu'on puisse les accuser de tous les maux, il dit mais pourquoi? Et lui, il dit bah, j'y peux rien, c'est la loi de la nature. Vous devenez grand, vous devez faire un empire vous-même, vous devez dominer l'Asie. Et voilà, ça va créer des chocs avec nous, les Américains, parce que nous aussi, on veut dominer. C'est la loi de la nature. Et donc, et c'est là où la question c'est là où la question de la polyphonie et d'un nouveau paradigme euh, qui s'inspire du meilleur de toutes les cultures et, du recul que nous avons tous nos défauts, que nous sommes tous un peu en déclin et qu'au lieu de prétendre être le meilleur, euh, être fort, ça doit justement aussi être capable d'accepter qu'on a fait des erreurs, d'accepter qu'on est faible et qu'on a besoin des autres pour avancer. Et D'accord. donc, Euh, alors, Karel Verheyken, là, c'est une question, vous me corrigerez hein, si je me trompe. Alors, en lisant le livre de Graham Allison, nous apprenons qu'au cours des 500 dernières années, l'auteur relève 16 occurrences relevant du piège de Thucydide, comme il le nomme. Hein. Donc, roi de France et Habsbourg se disputant la prépondérance européenne lors du premier 16e siècle. Et puis, le Royaume-Uni des années 1890 tentant de freiner le formidable potentiel d'une Allemagne entreprenante jusqu'à entraîner toute l'Europe dans le cauchemar des deux guerres mondiales. Et 12 fois, selon lui, donc, le piège a débouché sur la guerre. Et 4 fois seulement, celle-ci a été évitée. oui, avec la Alors, force déclinante qui attaque la force montante. voilà. Alors, mais moi, ma question, Karel Verken, parce que je crois que déjà, vous avez déjà abordé ce sujet. Alors, vous me corrigerez hein, si je me trompe. Alors, cependant, aussi bien Thucydide lui-même que Graham Allison commettent, à mon sens, une erreur épistémologique et méthodologique qui rend leur analyse myope. Et
Pourquoi? Parce qu'ils n'intègrent pas dans leur travail ou dans leur analyse le rôle des oligarchies financières corrompues et corruptrices qui contrôlaient aussi bien Athènes et Sparte pour le premier et l'Empire britannique pour le second dans la manipulation de ces conflits. Et en plus de l'environnement intellectuel et culturel, également rétrograde et corrompu, le culte d'Apollon de Delphes pour la Grèce, à titre d'exemple, qui a conditionné les dirigeants et les a amenés comme des somnambules à la guerre. Et je crois que le point le plus important, vous l'avez déjà cité dans la précédente question, effectivement, comment on peut expliquer que Athènes, qui était la lumière et tout, ait exécuté Socrate? C'est parce qu'il y a eu il y a un background de corruption intellectuelle et morale qui a rendu cette exécution possible. Alors, qu'en pensez-vous? Et puis, comment voyez-vous, à cette lumière, la situation actuelle dans le monde? Non, je pense que vous mettez le doigt là où il faut le mettre. C'est-à-dire, il y a, je prendrai les débats encore un peu plus loin. C'est-à-dire que dans la théorie classique, en fait, on prétend que d'abord, il y a des bourgades, ensuite, il y a des États et qui développent, ils deviennent grands, ils deviennent puissants, et ensuite, ils deviennent empires. Mhm, Mais c'est une contre-réalité historique. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que les empires, si vous regardez les empires historiquement, elles ont, ils ont été très très petits parfois, mais développés notamment autour d'empires maritimes et financiers. Parce que les expéditions maritimes, ça voulait dire qu'un groupe de financiers ou de marchands, en fait, avançait de l'argent, finançait une expédition coloniale maritime qui après allait être remboursée par, par le butin de l'expédition. mhm. Hein. Et ça, c'est créé. Donc, le maritime était très, très proche, en réalité, des empires financiers. Donc, si vous prenez, par exemple, Venise sur la carte, bah, Venise, oui, voilà, c'était quelques points. C'était un service de renseignement, c'était le contrôle de la diplomatie, le contrôle de l'information, le contrôle de l'argent, mais c'était pas le contrôle d'énormes territoires avec Ouais, des ouais. bureaucraties, avec des armées, etc. Ça, c'est la vision de l'armée française, de l'Empire français. C'est la bureaucratie. Alors que les vrais empires, c'est ces empires financiers qui ont été développés, alors comme vous le dites, Delphes, empire maritime, ensuite Venise, Anvers, les banquiers d'Augsbourg. Je viens d'écrire un long papier sur les banques, sur les fugueurs qui ont acheté tout le monde et vendu tout le monde et qui nous ont plongé l'Europe dans les guerres de religion, Mhm. qui était un prétexte en fait pour faire valoir des intérêts financiers. Donc même les causes des guerres n'ont rien à voir avec le grand ou le petit. Ça a à faire avec les comptes en banque et le Absolument. contrôle des flux financiers. Donc là-dessus, il y a une notion erronée de ce que c'est les empires. Et, et ensuite, il y a évidemment ce que la civilisation européenne a apporté pour mettre fin à tous ces empires, parce qu'une partie de l'histoire européenne est une révolte contre les empires, avec Henri IV et avec le traité de Westphalie, c'est-à-dire qui a été la base même du droit international des Nations Unies et de tout ce qui a été défendu même à Bandung, c'est-à-dire la notion de souveraineté nationale, de l'obligation de résoudre les conflits par le dialogue, donc tout, qui sont les fondements même du droit international, ça vient des valeurs européennes du traité de Westphalie. On a dit on veut plus d'empire, on veut des États-nations souverains, petits et grands, qui ont les mêmes droits et qui sont une sorte de polyphonie, qui peuvent faire un ordre international ensemble euh, pour avancer ensemble dans la bonne direction. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas, il est totalement malsain de présenter cette conflictualité comme une fatalité et comme une loi de l'histoire. Et ça, Mécanique en plus. C'est voilà, une loi donc ça devient mécanique.
et ça devient des prophéties autoréalisatrices ensuite. Parce que Mhm. c'est la logique du génocide rwandais. C'est-à-dire, on dit, vous êtes obligé de massacrer votre voisin parce que demain, il va venir vous massacrer. Donc, vous avez intérêt à être le premier. Donc on pousse, on fait cette espèce de mise en condition des esprits de manipulation et on le voit même autour de la Chine. Pourquoi la Chine est tellement énervée sur Taïwan? C'est parce que toutes les bases américaines autour de la Chine avancent. On est en train de cercler. Comme on l'a fait avec la Russie. Je veux dire, on dit que la guerre d'Ukraine est une guerre non provoquée. C'est faux. C'est-à-dire qu'on avance, et on crée les conditions où les gens en face se sentent en très grande insécurité et on espère qu'ils fassent des fautes et comme ça, après, on peut les attaquer. Donc il y a une volonté, en plus, si vous voulez, c'est pas une fatalité, mais il y a une intention à un moment donné où le système financier mondial chavire. Il y a des gens qui disent, là, pour préserver nos intérêts, il faut mieux qu'on ait une guerre parce que là, on pourra dominer la situation. Donc, euh, donc c'est ça le danger. Et donc là, la question, le défi devant nous, c'est de créer au moins un vouloir vivre, comment dire, un pacte de non-agression et mieux un vouloir vivre en commun entre ce nouveau monde polyphonique émergent avec les BRICS et un, certain, un certain désir aux États-Unis quand même de sortir des guerres éternelles. Donc D'accord, il faut trouver des passerelles et des ponts et essayer de consolider autour de ça les choses. d'accord. Alors, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, Karen Zariken, en janvier 2023, je cite quelqu'un de très important, le général de l'armée de l'air US, Michael Minihan, a mis en garde contre le risque élevé, il dit, d'une guerre avec la Chine en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Très probablement autour de Taïwan, c'est ce que vous venez d'expliquer d'ailleurs. Alors, exhortons ces officiers à être prêts au combat dès cette année, c'est-à-dire dès l'année 2023. Et je le cite, j'espère me tromper. Mon instinct me dit que nous combattrons en 2025. Donc, écrit-il dans une note interne dont l'authenticité a été confirmée par le Pentagone à l'agence France Presse, AFP. Alors, le président Xi Jinping dispose à la fois d'une équipe, d'un motif et d'une opportunité pour 2025, estime le militaire américain, assurant que les élections taïwanaises de 2024 donneront aux dirigeants chinois une raison pour agir. Alors, donc, nous n'avons pas besoin de dire plus. Si c'est ça la pensée des militaires américains, et c'est vrai qu'ils se sont mis en branle pour préparer le conflit avec la Chine en 2025. Alors, ma question, c'est comment faire pour défaire ce piège et former des hommes d'État de caractère? Parce que c'est ça le problème. Le problème, comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème si on continue à rester emprisonné dans justement les conditions qui l'ont généré. Et on a l'impression que c'est ça le problème. Et de ce point de vue, quel est le rôle de la culture, de la philosophie, de la science et de l'humanisme dans cette formation? Vaste programme, comme disait le général de Gaulle. Nous allons juste donner des pistes de réflexion. Nous ne pourrons pas trouver les solutions à tout le problème en une heure. Ah, la première question, c'est que le facteur économique, il ne faut pas le sous-estimer. Oui, C'est-à-dire, par exemple, pour les semi-conducteurs, euh, en fait, les États-Unis, avec le Science and Chips Act et avec la Inflation Reduction Act, sont en train de distribuer plus de 450 milliards à toute personne et tout industriel qui veut bien s'installer
aux États-Unis. Et une partie donc de la production des semi-conducteurs, qui est la grande spécialité de Taïwan, Mhm. en fait, ils sont allés aux États-Unis. Alors, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils se font dépouiller. Et aujourd'hui, l'industrie taïwanaise, et je pense que ça, le monde industriel taïwanais va être peut-être un facteur important dans la paix, parce ils retournent à Taïwan et ils retournent dans des coopérations avec la Chine, Ah bon? parce que les conditions qu'on leur offre, les États-Unis, sont absolument pas dans leur intérêt. Donc il y a des surprises et je pense que après, là, Xi Jinping a été au Pérou. Je crois qu'il va aller, où il est déjà, il va inaugurer un grand projet au Pérou. Mais en fait, tous ces projets sont des projets où il peut inviter une participation occidentale. C'est pas exclusif. C'est pas la Chine qui est en train d'annexer le Pérou. Ils font des projets d'infrastructure. Il y a plein de places pour y participer. Donc c'est à nous, si, disons, le problème c'est que Trump est dans une vision de ce que moi j'appelle le protectionnisme stupide. C'est-à-dire, il y a du protectionnisme intelligent et du protectionnisme stupide. Mhm. Si du jour au lendemain, vous fermez toutes les frontières, vous dites, voilà, les Américains vont produire eux-mêmes leur propre nourriture, bah, très bien, ça va leur coûter 20% plus cher. Donc, qui va payer? Est-ce que c'est le consommateur? Est-ce que peut-être il va faire marcher la planche à billets et distribuer des chèques pour accompagner le mouvement? Parce que ça ne se fait pas par un claquement des doigts. Bien sûr. Reconstruire une économie productive, ça prend 15, 20 ou 25 ans, ça prend une génération. Donc, donc, donc il faut... Euh, Trump pense que parce qu'il y a des réserves de gaz et de pétrole aux États-Unis, qu'il aura besoin de personne. Il aura le gaz, l'électricité, euh, et que par ça, il peut ensuite faire des sanctions. Et c'est stupide. C'est stupide parce que ça ne marchera même pas. Parce qu'au moment, quand les pères fondateurs américains ont fait du protectionnisme intelligent, ils mettaient des taxes, mais les taxes étaient ensuite utilisées pour vraiment investir dans l'économie réelle. Oui. Et non pas, là, on va mettre des taxes pour refinancer des banques en faillite. Donc, Oui. et pour payer la dette. Donc c'est un contresens total. Donc, je pense qu'il faut, il faut mobiliser, donc il faut faire tomber il faut vraiment briser la propagande et montrer cette question, c'est ce que ce qu'on a déjà abordé un peu, cette notion de polyphonie, d'un nouveau paradigme basé sur le gagnant-gagnant, y compris pour le peuple américain, parce qu'il en Oui. a besoin. Et de l'autre côté, cette soi-disant élite oligarchique financière qui, euh, qui appauvrit le monde et qui nous mène vers des conflits sans fin. Et ça, je pense qu'il y a entre le peuple. Donc, ce n'est pas un problème, c'est un problème des factions, des impériaux et des empires financiers, mais ce n'est pas, un, ce n'est pas, comment dire, un sujet pour les peuples. Et ça, la Chine a bien Oui. compris parce qu'on multiplie les contacts entre personnes, c'est-à-dire qu'il y a énormément de tentatives. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est permettre aux gens de voyager. Si on pouvait payer un voyage à chaque Américain pour aller en Chine et voir ce qui se Oui. passe, Mhm. euh, y compris en Russie, je pense que le monde serait différent parce que le regard change. Et, et, et entre le voir soi-même et le lire dans un journal, évidemment, ça n'a rien à voir. Donc, donc, donc c'est à nous, je pense que c'est au peuple de monter sur la scène et d'empêcher que le pire arrive. Donc, on n'est pas dans un théâtre, on est dans un monde réel, mais il faut monter sur scène et retenir le bras qui va faire des drames. Euh, et donc, il faut se mobiliser, il faut... Et Je vous appelle. d'ailleurs, même dans les pays occidentaux, hein, ce que vous venez Oui, d'évoquer maintenant, aux oui, parce que par États-Unis ou exemple, en en Europe, Allemagne, la pauvreté n'arrête pas d'exploser, d'aller dans des proportions jamais vues
depuis Ah la ben fin de oui, la Seconde Guerre mondiale. tout à fait. Et en Allemagne aussi, c'est très grave parce que M. Merz, donc il y aura des élections en janvier, puisque le gouvernement est démissionnaire. Et Mhm. celui qui risque de gagner, c'est M. Merz, qui veut tout de suite donner les Taurus, les fusées de Taurus à l'Ukraine. À Donc, l'Ukraine, oui. donc c'est pas Scholz, il est ce qu'il est, mais jusqu'à maintenant, il a freiné l'utilisation des armes à longue portée Mhm. pour des frappes à l'intérieur du territoire russe. Donc, donc, donc tout cela, il faut une sortie par le haut. Sinon, on va multiplier les conflits et les désastres. D'accord. Alors, pour vous, pour finir donc avec une dernière question, euh, c'est-à-dire sortir justement du piège de la géopolitique et bâtir un monde juste et paisible par le développement mutuel, équilibré et gagnant-gagnant, notamment pour les pays du Sud global, dont l'Afrique, qui est justement un continent vierge où tout est à faire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut tous ces gens-là qui sont si inquiets de l'immigration, etc. Que font-ils pour permettre aux pays du Sud de réellement accéder aux technologies et aux moyens qu'il faut pour se développer chez eux? C'est ça tout le paradoxe. Mhm. Et Alors, justement, le rôle de la culture classique, de ce point de vue, parce que en général, enfin, ce que nous ne voyons pratiquement pas, c'est en fait le lien entre la décadence culturelle qu'il y a et justement la prédominance de ce système de pillage financier et monétaire. oui, oui, Est-ce que ce n'est pas un moyen justement de briser ce système, c'est justement de faire une culture classique évoluer. tout à fait. Et même avant d'avoir une culture classique, il faut déjà avoir une culture tout court. Mhm, Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même voir qu'on a des millions de gens en France qui consomment le cannabis, qui vient du Maroc, mhm, et vous avez au moins 600 000 personnes qui consomment aujourd'hui de la cocaïne. Alors, si vous parlez avec les experts policiers, etc., ils disent que ces gens-là pensent comme des petits bourgeois capitalistes. Ce sont des gens qui font leur carrière entre 15 et 25 ans, pensent qu'une chose, c'est ramasser plein d'argent oui. et faire le tour en moto du quartier et crier. Ça, c'est le but de la vie. Et donc, et cette chose-là, aujourd'hui, elle est en train d'exploser en France. Ce n'est pas simplement à Marseille ou à Paris. C'est à Crest, c'est à Besançon, c'est à Verviers, vous voyez, ou à Perpignan. Vous avez des règlements de compte. Vous avez des filles de 15 ans qui viennent des sicaires, qui abattent, qui sont payées pour abattre les dealers dans la concurrence. De Donc, 15 ans. C'est-à-dire que vous oui, dites à 15 battre, c'est ans. avec 15 ans. des armes à Oui, feu, c'est ça? oui, pour 500 euros aujourd'hui, vous pouvez payer une fille ou un garçon de 15 ans pour dégommer la personne qui vient piétiner sur votre point de deal. Donc, c'est même pas c'est même pas la culture classique, c'est que, il f- alors, aujourd'hui, ça risque d'être beaucoup pire, et Trump aussi est très faible là-dessus, puisqu'il croit aux crypto-monnaies. Euh, une grande partie du trafic de la drogue se fait sur le darknet. Et sur le Oh, ouais. darknet, on ne paye pas par carte bleue, on paye en crypto-monnaie. Après, vous avez tout un réseau de banques, y compris la Société Générale, qui facilite les conversions de crypto-monnaie en monnaie ordinaire. Donc, alors si vous, à cela, vous ajoutez les paradis fiscaux, Dubaï, plus l'intelligence artificielle qui permet de créer des faux noms, des pseudonymes à une vitesse absolument incroyable, c'est on est en train, c'est un peu comme le fentanyl, c'est-à-dire c'est pas encore arrivé en masse, mais potentiellement c'est quelque chose qui peut complètement déstructurer nos États, complètement désorganiser l'ordre public et détruire nos enfants alors à une très grande vitesse. Alors, il y a même aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est
des gens qui veulent interdire en fait l'utilisation du smartphone avant 15 ans, avant 16 ans. On achète un simple téléphone avec des touches pour permettre aux enfants de vraiment d'acquérir déjà un minimum de cohérence intellectuelle, morale et d'être un minimum structuré pour ensuite correctement gérer tout ce monde des écrans qui est Mhm. devenu, qui est devenu. Alors je suis pour, hein, là on est sur un écran, c'est bien utile, Oui, 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 bien sûr. mais qui est devenu un outil de destruction mutuelle assurée. Et donc ensuite il faut revenir aux meilleures méthodes de l'enseignement mutuel, c'est-à-dire en 2, 3 ans, on peut apprendre aux enfants de lire, écrire, euh, compter, et dessiner et chanter. Ouais. Ça, ce que devrait faire l'école primaire. Après, vous avez une base pour les gens, effectivement, de pouvoir aller au musée et comprendre. Vous leur donnez les bases, effectivement, même s'ils n'ont pas le grec et le latin, ils pourront comprendre l'histoire de l'humanité parce qu'ils auront les bases. Mhm. Aujourd'hui, on n'est même pas en train de leur donner les bases. Donc, vous pouvez leur parler de culture classique. Ça, ils pensent que c'est une bande dessinée, si vous voulez. D'accord. Ça n'a pas de sens parce qu'il y a la déstructuration de la famille, il y a, il y a, il y a, il y a pas un environnement qui permet réellement aux enfants d'accéder à un minimum de, comment dire, de naître quelque part en tant que personne et d'être là, ouvert sur le monde pour le comprendre. Karel Verheiken, je vous remercie pour tous ces éclairages et toutes ces analyses. Ça a été vraiment une partie de plaisir. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique et ses conséquences dans toutes ses facettes. Et j'espère que votre propos sera entendu. J'espère aussi vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Plaisir. Je vous montre un des derniers numéros de notre journal. Mhm. Par-delà les, les querelles partisanes, par-delà les querelles partisanes, reconstruire la France à l'heure des BRICS. D'accord. Parfait. Alors, N'hésitez pas à nous contacter, vous abonner, faire des dons. Tout cela nous donne plus de visibilité, c'est pas, pour faire avancer ces idées. Merci.